Salut tout le monde, aujourd'hui on va causer un petit mot sur un buggy, un dixième d'euromotrice, le serpent Spider. Alors attention, ceci est la boîte du RTR, mais ce n'est pas le RTR. Nous avons ici une machine de compète, à savoir le SRX2 génération 2. Ceci est une machine livrée en kit qui est dédiée aux terrains qui ont beaucoup de grippe, donc typiquement moquette ou autre. Et voici la bête, d'accord? C'est un engin tout petit, tout compact, mais qui fait quand même mine de rien son poids. Je ne m'attendais pas à ce que ça pèse ce poids-là. Alors là, il y a la lipo à bord. On a un variateur Obi-Wing 120 ampères, donc 2 et 3S, avec le moteur avec qui va bien, un petit S-Run. On verra tout à l'heure en ouvrant ce qu'il y a dans comme KV. Ceci est une machine de Christophe. Lui, je sais pas comment il fait, où il surfe, mais il se sort, il nous a trouvé des occasions d'enfer. Il a donc une Sakura XI Sport pour le circuit qui est absolument génial. Et il nous a dégoté ce petit serpent Spider. C'est le propriétaire précédent qui a donc monté tout le kit, mais la carreau il n'est pas peinte. Le propriétaire justement des RTR, il était très content avec les RTR, il a pris la version donc compétition, il s'est dit ça va être mieux. Et finalement, il s'est trouvé être plus à l'aise avec la version RTR qu'avec la version kit. Évidemment, l'équilibre est différent de cette machine. On a d'ailleurs aussi un cerveau Power HD 20 kg. On verra s'il est assez rapide, parce que si c'est un LF ou LV là, ça sera, ouais, c'est un LW. Je pense que ce cerveau est un peu trop lent pour cette motrice. On va rapidement voir aussi ce qu'il y a comme combo dedans. Et je vais vous le poser sur la balance. Parce que je vous dis que c'est quand même un peu lourdeau, je trouve, pour un dixième. Ouais. En gros, on aura 1,5 kg avec la batterie à bord. Ça va. Bon, ça paraît quand même. Je sais pas, moi j'ai une impression assez lourde. On a un châssis en alu, 70-75 ou 60-61. On va voir ça dans la notice, si c'est précisé. Comme c'est un engin de compète, évidemment, on a aussi une tonne de réglages. D'accord? Beaucoup de motrices à l'avant, on les a morteaux derrière la tourelle. Donc la tourelle un peu avancée et la morteau au milieu puisqu'il n'y a pas de transmission, donc il y a la place. Parce qu'il laisse la place aussi aux biellettes et autres. Et quand ils sont montés derrière la tourelle, ça permet aussi de protéger les amorteaux. Ici, c'est pas le cas. La tourelle a été reculée, les amorteaux sont montés devant. Et pour pallier au problème de place de la biellette, on a reçu une biellette ici avec un énorme levier. Ce qui est un peu étrange mécaniquement. Parce que pour moi, ça peut bouger plus. Mais bon, ça fait le boulot quand même. Hein, ils sont quand même bien placés en compète. On a des étriers, des fusées, des chapes ici. Mon avis, des pièces différentes où tu pourras changer tous les angles nécessaires et possibles. Parce que ça fonctionne bien, on a une suspension bien souple et crémeuse à l'avant. Toutes les biellettes sont en acier UDI, on appelle ça, enfin l'acier ressort, c'est assez flexible. Bien sûr, on ne va pas le faire flex à la main, mais en cas d'impact, ça peut flexer un minimum avant de plier. Ce qui n'est pas le cas sur les biellettes, sur beaucoup de modèles, on a des biellettes en fer blanc ou en acier un peu bas de gamme, comme ça, quand tu tapes vraiment, elle est tordue, elle reste tordue. Ça, c'est un peu moite-moite, d'accord? On a bien sûr une tonne de réglages de distance ici pour changer les réactions. Pour changer les hauteurs, tu utilises des cales. Tu vois ici, il y en a d'ailleurs monté en dessous. Hein. Même sur les biellettes de direction, c'est pareil. Il y a aussi des petites cales ici, puisque en changeant les angles des biellettes, tu changes tes réglages. Il y a un moment, si tout est réglé comme il faut, enfin, si tu veux rester neutre, ou ta suspension ici, ta roue, va garder exactement le même angle, que ce soit de carrossage ou de pincement, d'accord? L'angle de pivot n'a rien à voir. Lui, non, il n'est pas modulable en mouvement, ça reste le même. Selon le circuit, selon la réaction voulue par le pilote, c'est-à-dire un peu plus incisif en entrée ou en sortie, ou un comportement neutre, chaque pilote va faire ici ses petits réglages, puisque selon l'angle de ta biellette de direction, suspension comprimée ou en pleine ouverture, tu vas changer ton pincement. Et pareil ici pour cette biellette là, selon où tu la fixes, tu vas changer le carrossage. Soit il va rester droit, soit il va rester comme ça. Et je me suis perdu.
Position de l'amorto, bien sûr, aussi toujours réglable de plus ou moins couché, plus ou moins debout. On ne reviendra pas là-dessus. Si tu veux que je revienne là-dessus, alors plus l'amorto est debout, plus il va être souple en bas et ferme en haut. D'accord? Il va être très mou et ensuite il va durcir à fond. Plus tu le couches, plus il va rester constant. Ok? Donc, dans un terrain défoncé, tu vas mettre ton amorto droit pour qu'il travaille bien sur les petites bosses et sur les grosses bosses, il puisse bien se raffermir pour ne pas s'éclater au sol. Sur un terrain relativement plat, pas trop de bosses, tu vas coucher ta suspension. Donc ton engin va rester constant. Par contre, sur les gros sauts, eh ben, tu vas t'écraser plus vite parce qu'il va lui manquer un peu de fermeté à la fin. Donc c'est à toi de trouver la balance entre les positions des amortos, bien sûr la dureté du ressort, la dureté de l'huile, les trous dans le piston. Trous dans le piston et dureté d'huile, c'est la même influence. D'accord? Après, il y a aussi différentes idées. On va dire que si tu as au total 1 mm de trou avec de la 100 CST, on pourrait dire que c'est équivalent à de la 1000 CST avec 10 mm de trou. Au prorata, il faudrait trouver, en fait, le bon étagement. Je ne dis pas que c'est linéaire, hein, ça peut être exponentiel ou n'importe, mais certains pilotes ont quand même rapporté qu'il y a une différence, même avec de l'huile épaisse et des gros trous, c'est pas pareil qu'avec de l'huile fine et des petits trous. Les réactions sont différentes, notamment au niveau de l'émulsion et du flux d'huile à l'intérieur. Et là, c'est uniquement si tu pars sur des pistons simples. Après, il y a des pistons qui ont des formes coniques où l'huile va être poussée d'une certaine façon. Pour réagir d'une certaine façon, il y a des pistons qui vont avoir des formes spécifiques sur le haut et sur le bas différentes pour changer la réaction. Tu peux mettre des petits clapets dessus pour freiner soit l'entrée soit la sortie. Tu peux avoir une membrane en haut, donc ça sera très souple, un petit truc le temps que la membrane se comprime. Ensuite, tu vas être en plein fonctionnement entre le piston et l'huile. Tu vas avoir une membrane qui derrière a une mousse ou directement une mousse dedans, ça va changer la réaction aussi. Tu vas avoir des amorteurs à émulsion. Certains utilisent amorteurs à émulsion comme moi, vide tout air. D'accord? Comme ça, l'amorto a tout le temps la même réaction. Et il y en a qui préfèrent avoir de l'air dedans. Donc avant de rouler, ils vont pomper. Donc ils vont mélanger l'air et l'huile, ce qui va changer les réactions. Pour moi, un mélange air-huile a un problème parce qu'il n'est pas constant, d'abord. Et l'air réagit au changement de température plus vite que l'huile. L'air est compressible, l'huile silicone, non. Donc tu vas avoir une modification du comportement et si tu as un circuit relativement plat, ça va te servir à rien. Il faut que les suspensions travaillent pour que l'émulsion reste. Selon le cas, si ton véhicule est arrêté un petit moment, l'air va remonter à sa place et si toi en roulant après, tu n'as plus assez de travail de suspension pour ramener cet air dans le piston, ça va changer. Et donc, tu peux avoir des modifications de comportement sur les quatre coins. Donc, je ne suis pas fan de l'émulsion personnellement. Pour moi, c'est une panne mécanique. Mais ça ne veut pas dire que tout ça ne fonctionne pas. Nous avons des grands champions qui utilisent ça et ils sont champions. Donc, c'est que ça marche. N'est-ce pas? Ou alors, ils sont juste tellement bons que quoi que tu leur fasses, même si tu leur mets 4 ressorts, ils te mettent une pilule quand même. Ça, c'est possible aussi. Ok? Nous sommes bien sûr entièrement sur roulement bille avec la machine. Sur les serpents, je ne suis pas fan de cette direction planquée là-dessous qui n'est pas super accessible. Et on a constaté, surtout sur les versions RTR, que la direction a tendance aussi, les vis des puits de direction ont tendance à se desserrer, qu'il faut régulièrement intervenir là-dessus. La forme d'un carreau, t'aimes ou pas, je suis pas spécialement fan de ces espèces de buggy break, on va dire. Tu vois, moi je suis fan des Tamiya Grasshopper, Tamiya Hornet, des anciens. Je suis vieux jeu sur ça. Les nouveaux préféreront peut-être un truc rond, une tête de Pikachu, j'en sais rien. Moi. Quand je vois les nouveaux Monster Truck là, en dalmatien et en requin et en zombie, là, c'est une catastrophe. Mais ça plaît à certains, donc tant mieux. Bien, je t'ai déjà perdu sur le train avant, c'est pas grave, on va arriver à pire, le train arrière. Et sur le train arrière, bien sûr, tu as la même influence de cette biellette supérieure. Tu n'as pas de biellette de direction, donc ta chasse ne sera pas variable. Il n'y a pas non plus de biellette fixe reliée au châssis, comme on a des fois sur certains Monster Truck. Donc ta chasse arrière ne sera... ton angle de pincement ou d'ouverture ne sera pas variable. Tu peux le modifier avec les cales qui sont ici dans les triangles, qui te servent à changer l'angle de ton triangle. Plus il va être en avant, plus il va mieux réagir à ce qui arrive et le véhicule va rester bas. Plus ta roue va être droite, plus ton train arrière va avoir tendance à, pour
taper l'obstacle en fait et remonter le cul. Mais il n'y a pas des avantages seulement non plus à avoir les roues complètement comme ça dans d'autres circonstances. Là aussi, il faut trouver la bonne balance. Position des amortos, même musique que devant. À l'avant quand même, on a une tourelle super balèze. Là, il y a quoi 4 mm de carbone. Derrière, ils sont restés en 3 puisqu'il y a moins d'impact sur l'arrière. Il y a le support d'aileron et l'aileron. Tu te ramasses moins souvent la gueule alors que l'avant, ça prend des méchants coups. C'est pour ça qu'ils ont fait ça, d'accord. Ensuite, elle intervient. À l'avant aussi, on peut jouer aussi là-dessus, le porte-à-faux. Alors le porte-à-faux, c'est aussi quelque chose où plein de gens se sont emmêlés les pinceaux. Notamment quelqu'un qui avait très mal vécu l'histoire du porte-à-faux. Il a oublié quelque chose, c'est que on parle de porte-à-faux du train, de la transmission, mais il y a aussi le porte-à-faux du moteur. Ne mélangez pas tout, d'accord. Le porte-à-faux, c'est la position de la transmission par rapport à finalement la roue. Donc là, comme tu peux le voir, ta transmission est un peu plus en arrière que la roue. Donc on a une transmission qui est en porte-à-faux arrière par rapport à la roue, à l'axe de roue, d'accord. Mais, si tu regardes d'en haut, tes cardans, ils reculent, d'accord. Ils vont en arrière. Mais, le moteur, lui, est en porte-à-faux avant. Il est complètement devant. Ok. Si le moteur est derrière, tu es en porte-à-faux arrière complètement. À quoi va servir de modifier le porte-à-faux? C'est la pression sur les roues ici pour la motricité. Ok. Si plus tu vas être devant, puisque le poids est devant ici, plus tu vas presser sur tes roues, tu vas augmenter ta motricité. D'accord. Dans le cas du moteur avant. Écoute bien ce qui va suivre. Plus tu vas reculer, plus tu vas t'éloigner du poids principal et tu vas perdre cette motricité. Si tu as un porte-à-faux arrière, c'est l'inverse. Si ta transmission va plus près du poids lourd de ta transmission de ton moteur, tu vas augmenter. Si tu t'éloignes vers l'avant, tu vas diminuer. Évidemment, ça change aussi plein de choses au niveau de l'équilibre en deux roues motrices, surtout sur la réaction gaz-frein de la machine. Les réactions aussi en l'air par rapport à l'accélération freinage pour l'assiette du véhicule, qui sont bien sûr en deux roues motrices bien moindres qu'en 4x4. Pour faire un backflip en deux roues motrices, il faut absolument avoir une rampe de saut qui est vraiment dans le bon angle, la bonne vitesse, et si tu as assez d'appui aérodynamique, il faut jouer là-dessus aussi bien sûr pour pouvoir faire un flip. Alors qu'en 4x4, tu vas juste mettre un coup de gaz de plus, le ballon des roues avant va faire basculer la bête et c'est parti. Le front flip, c'est pareil. Il va falloir complètement arriver comme ça pour réussir à freiner total, et encore, je te garantis pas que tu arrives à faire le tour. À l'arrière aussi, on est bien soyeux sur la suspecte, on a une transmission qui est solide. Un peu dommage sur les RTR, c'est que le slipper n'est pas de série. Il n'y a rien pour protéger la transmission sur le RTR. Je te conseille vivement d'acheter l'option slipper impérativement si tu achètes un de ces buggy RTR chez Serpent, ou le short curse. Enfin, quand le short curse, je crois, il l'a, mais le Monster, lui, ne l'a pas du tout. Hein. Donc, un Monster, surtout avec les grosses roues, c'est vraiment très important d'avoir ce slipper. Sur la version complète, bien sûr, il est livré avec. Le slipper a deux fonctions. Il te permet de mieux gérer la force motrice qui arrive aux roues, surtout en deux roues motrices, et il protège la transmission. Donc, si tu le desserres suffisamment, quand tu vas accélérer, il va patiner ici. Donc si tu es sur du sable très glissant en deux roues motrices et que toi tu es trop brutal sur tes gaz, le patinage du slipper va t'aider, puisque c'est pas la roue qui va glisser tout de suite, c'est d'abord lui, donc le couple va arriver en douceur. Ensuite tu auras une vitesse de rotation plus élevée, la pression va relâcher, tu vas pouvoir partir. S'il est trop desserré, bien sûr tu vas patiner tout le temps. S'il est trop serré, il ne te sert à rien. Et sur les chocs, c'est pareil. Atterrissage de saut. Quand tu tapes tes deux roues arrière au sol, c'est lui qui encaisse. Ça économise donc la transmission et le moteur. Et là-dedans, nous avons un Hobby-Wing. Je ne vois pas les carrés, je ne peux pas te dire. On verra ça, l'essai. Le cerveau, donc, c'est bien le Power HD 20 kg. Donc, niveau force, c'est overkill. Niveau vitesse de fonctionnement, par contre, je pense sérieusement que ce Power HD est beaucoup trop lent pour cette machine. On a une radio FlySky avec, puisqu'on a ici le récepteur. L'accu, c'est ce qu'ils appellent un saddle pack. Donc en 2S, un accu court. Et regarde
toutes les possibilités de réglage que tu as, tu peux avancer la cuve facilement de 2 cm. On a d'énormes molettes ici aussi pour serrer le truc. Je sais pas si c'est d'origine ou si c'est la personne qui a fait le buggy qui a mis ça avec. Ça, c'est des pièces que tu trouves génériquement, hein. C'est facile à trouver et tu n'es pas obligé de prendre un truc spécial RC, bien sûr, si tu les perds ou autre. Et on reviendons au train arrière. Maintenant, on va attaquer les spécificités sur les deux roues motrices, surtout par rapport au 4x4. Des réglages ici de cette pièce qui s'appelle le porte-fusée en termes mécaniques, ceci étant la fusée. En RC, on ne sait pas pourquoi, ils ont appelé ça la noix de cardan côté roue, et ceci la fusée. Mais, en forme aussi géométrique, on est bien d'accord que ça ressemble à une fusée, et ça, absolument pas. Tu peux régler ici, tu vois, tu as des cales de réglage pour changer donc la position de la biellette au lieu d'avoir 36 000 trous. Mais il y a quand même plusieurs trous. Il y en a 3 et en plus tu peux changer la cale. Tu peux changer ici, donc, la position du porte-fusée dans le triangle, ce qui va donc changer ta réaction par rapport, donc je t'ai expliqué, au porte-à-faux. Ces triangles-là, tu ne peux pas régler sur le porte-à-faux. Il y a des caisses où tu peux régler ici le triangle plus ou moins devant ou plus ou moins derrière. Donc pour changer justement ton porte-à-faux, tu peux régler là, tu peux régler là. Et dans les porte-fusées ici, tu as des cales. Donc c'est pas un cylindre, c'est une cale ovale, en forme, en tranche. C'est un tube ovale en fait, qui va te permettre de changer la hauteur, ici, ce qui influera sur la garde au sol et le centre de roulis, tout comme la hauteur de la biellette ici ou là, va changer le centre de roulis, à l'avant bien sûr aussi. Et ces cales aussi peuvent être percées de travers pour changer la position du porte-fusée par rapport à la route aussi. Donc, même effet qu'un triangle qui est plus ou moins penché au final. Donc tu vois qu'il y a une tonne de réglages possibles. Et là encore, on reste relativement succinct. On ne va pas venir sur l'effet de chaque chose. Il y a plein de réglages qui influent sur d'autres réglages. C'est une corrélation de tous ces réglages qui va te permettre d'avoir un véhicule équilibré à ta sauce selon ton style de conduite. D'accord ? Il y a des gens qui ont des machines, quand ils ont préparé la machine pour eux, ils roulent avec sur des rails. Toi, tu vas prendre cette machine, pour toi, elle va être inroulable. Et tes réglages à toi vont être inroulables pour l'autre personne. D'accord ? Il y a des réglages génériques qui marchent un peu pour tout le monde. Et ensuite, il y a chacun qui a ses petits trucs. Et il y a des gens qui sont vraiment extrêmes sur certaines choses. Mais ils y arrivent. Ce que j'aime pas aussi sur tous ces engins de compétition, tout nouveaux qui sortent là, c'est la transmission complètement ouverte ici, puisque la plupart de ces véhicules, enfin surtout bien sûr avec le moteur devant ici, roulent sur moquette, donc c'est propre. Mais moi j'aime pas. Moi j'aime vraiment avoir la transmission fermée, zéro risque que quoi que ce soit de petits graviers ou de sable vienne foutre la merde dans ma transmission. Parce que je suis pas un rouleur exclusif moquette. Moi j'aime bien rouler partout, donc ça me convient pas. Après eux c'est conçu pour ça, donc ils ont forcément aucune raison d'aller te faire un cache. C'est dommage parce que j'aurais bien pris le Timasso SC6M par exemple, donc un shortcurse de roue motrice avec moteur devant l'essieu, pour faire une petite voiture de piste sympa de roue motrice, puisqu'on a les dimensions d'un buggy ou d'une GT1 8, mais transmis totale ouverte, mini dentition sur les pignons, c'est pareil, ça pour moi c'est périmé ces mini dents. C'est bien avec des moteurs charbon parce qu'ils n'ont pas la patate nécessaire avec le brushless, on a tellement de patates et tellement de choix de KV, là-dessus tu mets du module 1, tu vois, je veux dire, tu mets du... Là, regarde, on est peut-être sur une couronne de 60. Je vois pas exactement, il n'y en a pas le chiffre dessus. Si, 78 avec un pignon de 22. Alors admettons, admettons on est en 88-22, c'est divisé par 4. Divisé par 4, tu peux le faire avec du 40-10. Tu es aussi divisé par 4. Avec le brushless, c'est pas possible parce qu'il faut des petites dents pour un petit étagement pour pouvoir partir, mais avec un brushless, on s'en fout, on veut des grosses dents et on veut un cache transmis fermé. Basta. Parce qu'on veut pas que ça siffle et on veut pas que ça pète. Et les mini-dents, ça pète. Bien sûr, je suis un extrémiste. Hein. C'est pour ça qu'il y a des RTR et des engins qui sont faits différemment pour nous. Bien évidemment. L'aileron a bien sûr une énorme incidence,
plus sur 2 roues motrices que 4x4 puisqu'on a beaucoup moins de masse et comme dit les roues avant qui ne motorisent pas, donc la répartition des masses va changer l'assiette en l'air et l'aérodynamique d'un aileron aussi comme ça c'est très conséquent aussi, bien sûr. Parce que tu auras peut-être une répartition des masses qui va te mieux te permettre de passer à motricité mais qui va te donner une image en l'air pas adaptée à ton circuit que tu pourras compenser avec l'aérodynamique. La différence avec l'aérodynamique par rapport à la répartition des masses, c'est que la répartition des masses est permanente. Okay, alors que les appuis aérodynamiques sont plus grands à grande vitesse. Ce qui fait qu'en l'air, quand tu voles à une certaine vitesse, ton appui aérodynamique il va bien tirer, alors qu'à basse vitesse, il n'aura aucune influence ou très peu, alors que ta répartition des masses, elle, sera permanente. Cette vidéo, comme toujours, est dédiée à tous ceux qui en savent beaucoup plus long, qui savent mieux expliquer, qui ont envie et qui veulent s'en mêler, ou que ça démange parce que d'habitude ils regardent, il raconte que de la merde, et que tout d'un coup là, faut que j'intervienne, j'en peux plus, il dit de la merde. Et oui, précisément, j'aurais bien aimé que tu interviennes avant que tu n'en puisses plus. C'est un peu le but du partage, d'accord? Alors, tonton Christophe a reçu plein de pneumatiques avec différents. Schumacher et Schumacher. Et Schumacher, et Schumacher, et Schumacher. plein de choses. Ah, les là, regarde. Très bel exemple. C'est les cales en question. Les petites cales cylindriques pour les fusées arrière. Hop, stop. Toc. Ça se glisse dans le train. Et comme tu peux voir ici, écrit 0,5. Le trou raide, il est en haut et il est décalé. Donc le pincement ici n'est pas à jouer sur les cales de train, mais il est joué sur ça. Et ici aussi, tu vois, il est en haut et décalé. Mais le tout est en angle comme ça. Le trou est plus haut devant que derrière ou derrière que devant. Bien sûr, selon le sens où tu le mets, le machin, tu vas changer tout. Hein? T'as du choix. T'as l'embarras du choix. Si tu es débutant, bien sûr, ça fait beaucoup de réglages et c'est très compliqué. Je peux pas regarder la notice, tu sais pourquoi? Parce que la notice est informatique. Te livre un petit CD avec les SRX 8 chez Serpent, ou la SRX, pardon, pour avoir la notice pour tous les détails sur la caisse. Donc tu vas sur le site Serpent, d'accord, tu écris juste serpent.com ou Serpent RC, tu vas trouver le site RC et là-bas tu peux télécharger si ça t'intéresse un petit peu de voir tout ça. Il y a de plus en plus de marques, on a une marque je crois chinoise, taïwanaise qui fait ça, on a bien sûr JQ aussi, et d'autres, X-Ray aussi, qui font pour les pilotes de compétition. C'est ça que j'aurais aimé entendre de la part des pilotes de compète, mais ils partagent pas, tu vois, c'est bien, vous dites toujours, ouais, c'est pas vrai, il y a les pilotes de loisirs, mais là, les pilotes de compète sur le partage, vous êtes où? Parce que j'ai appris que récemment, en discutant donc avec un petit jeune qui fait de la compète pour X-Ray, qu'on a d'ailleurs en vidéo en interview, qui nous a expliqué qu'il y a une espèce d'école complète. Les champions mettent régulièrement leurs réglages, tu peux accéder aux réglages et au pourquoi du comment. Ils peuvent discuter entre eux et ils ont des espèces de cours ou des trucs de formation. Et j'aimerais beaucoup, vraiment, énormément, que les compétiteurs se sortent le doigt de l'oignon et nous parlent. Si tu es pilote X-Ray, si tu es pilote Losi, Horizon, Agama, ce que tu veux, techno, je veux, les gars, que vous nous parliez de tout ça. Parce que vous dites que les jeunes ou les gens ne viennent pas sur les circuits, il faudrait peut-être leur donner envie. Parce que s'ils ont des appuis comme ça va leur donner envie. Il y a Renault Savoia. Vous allez voir, c'est RC Racing. Renault Savoia RC. Hein, RC, son logo c'est un requin. Et lui, il fait un tas de choses dans ce goût-là. Alors déjà, il a une boutique, il est champion, il est pilote pro, il fait des écoles, des cours, tu peux prendre rendez-vous sur le circuit pour aller rouler avec lui, bien sûr, il faut être de la région où il est, hein, c'est sûr. Ce genre de choses. Et j'aimerais que vous me partagiez les liens de tout ça pour ceux qui savent, et aussi pour tous les autres. Il y en a plein qui font ça, mais les gens ne sont pas au courant. Les gens ne sont pas au courant, donc c'est votre faute, tout simplement. Ceux qui savent et qui ne partagent pas, vous êtes fautifs. Ouais, mais j'écris sur le forum. Le forum, c'est le problème. C'est écrit dans un coin, quelque part, dans un truc qui a disparu depuis 2000 messages. Perdu.
alors dis-le sur les vidéos. Pense à passer régulièrement, le répéter sur les vidéos. N'hésitez pas, c'est là pour ça. On veut donner un coup de pouce à tout le monde. Faut pas lui dire, ah, tiens, gars du loisir, nous on fait des. Pas de concours de quéquette, d'accord? On s'en fout. Partagez-nous tout ça. Présentez-les. Parce que c'est vrai que, bon, après, les pilotes de compète, ils disent, voilà, je veux pas me mêler de ce qu'ils font sur YouTube parce que gna gna gna, blablabla. Alors, faisons-le sans eux, d'accord? Donnez-leur ce petit coup de pouce, que les gens les trouvent, qu'ils aillent s'inscrire à leur cours et leur machin, puisque, accessoirement, ça aide aussi les pilotes, puisque, évidemment, il y a un gain dessus, un bénéfice, et cet argent, ils en ont besoin, puisque le financement des compètes est très, très, très coûteux. C'est comme sur la chaîne, tu regardes, les pubs, il y a les pubs qui tournent, le temps de visionnage, ton commentaire, tout ça, ça aide la chaîne, évidemment aussi. Et là, c'est pareil pour eux. Pour le pilote lui-même. D'accord? Et aussi pour les marques qui font tout ça, si ça attire d'autres gens, et c'est des gens qui ont envie de découvrir, qui ont envie de s'inscrire à l'école, qui ont envie de se lancer dans les championnats, tu vois, qui le sachent, qui le trouvent déjà là, après qu'ils aillent au club. N'oubliez pas la carte de France de RC Something. Mettez-moi les spots des clubs, les mecs. Pensez à demander la boutique, vos boutiques préférées, si vous avez le droit de les afficher sur la carte. Il n'y a pas de raison. Ça. Si le gars il a un spot là, il voit qu'à 50 km il y a une boutique, quand il va rouler, quand il casse, ah merde, il y a une boutique à côté, viens, je vais chercher mes pièces. Ça sert à ça. Le but de cette chaîne est de corréler tout le monde ensemble. Compétiteurs, pilotes de loisirs, crawleristes, drifters, massacreurs de RC, c'est pas important. Il y a des gens qui râlent avec ceux qui massacrent les RC, mais il en faut, parce que les massacreurs de RC, bah, ils commandent plein de pièces. Donc accessoirement, il faut tourner le commerce. C'est pas rien, ça aide tout le monde. Alors, je compte sur ceux qui en savent long sur les... donc cette vidéo, bien sûr, là, on parle de 2 roues motrices de compète. Donc, balancez-nous tous sur les 2 roues motrices. Bien sûr, si tu t'y connais en 4x4, tu peux balancer aussi en 4x4. Le temps qu'on ait à un moment ou à un autre un 4x4 de compète en main. Puisque le indice, c'est pas mon rayon. Le indice... donc l'indice c'est pas spécialement mon rayon et la compète non plus, donc 2 choses hors rayon qui ne me préoccupent et ne m'intéressent pas, donc je me suis pas renseigné plus ni sur la compète, ni sur la machine, ni sur tout ce qui va avec, et je compte sur vous et les autres aussi, donc ceux qui savent, vous envoyez. En indice, moi j'aime bien les Shorkers et les Monsters. C'est rare que je passe la taille en dessous. Là, oui, j'ai pris le Tamiya Dark Impact. On a quelquefois des petits trucs qui nous démangent comme ça, comme le Kyosho Turbo Scorpion. Il est magnifique, il est beau, il est beau. Mais qu'est-ce que je vais en faire? J'en sais rien. Mais bon, ça fait 2 ans quand même que je me dis je vais m'en prendre un, et puis finalement j'en prends pas. Il y a plein de trucs comme ça, mais c'est pas grave. Oui, je fais un peu de indice piste de temps en temps. Là, on va. Enfin, d'ailleurs, t'as vu, regarde, j'ai monté la caisse. Ça fait 2 mois qu'elle est posée là. Elle a toujours pas roulé. Hein. Elle a pris la fripouille dans la tronche. Elle est prête à repartir, mais je me suis pas pris le temps. D'accord. J'aurais peut-être eu le temps si j'avais roulé moins avec des gros bébés, mais donc dans l'ordre, d'abord je m'éclate avec ce qui m'éclate le plus. Et après, quand j'ai bien roulé mes gros bébés, mes machins, j'ai fait ci, j'ai fait ça fait une semaine que je roule en X-Max, en machin, bidule, bidule. Et là, je me dis, tiens, allez hop, on va vite indoor et on va essayer les machines. Parce qu'il faut que je sois, tu vois, faut que je sois rassasié pour passer sur les machines dont le style de la machine, le pilotage m'intéresse un petit peu moins. Ok? C'est un peu normal. Si tu n'aimes pas les carottes et tu reçois une montagne de petits pois et de carottes, tu vas d'abord manger ta montagne de petits pois et ensuite, s'il te reste un peu d'appétit, prendre 2-3 carottes. Et celui qui préfère les carottes aux petits pois, il va bouffer les carottes et après il va prendre un petit peu de petits pois. D'accord? C'est pareil pour moi avec l'RC. Les gars, je vous souhaite une belle journée. Merci Christophe. Vous verrez rouler cette machine à un moment ou à un autre. Alors attention, ici, quand je vous dis que ça va arriver, ça peut durer 2-3 ans. Regarde, ça fait déjà 6 mois que les 1 dixième sont là. On a fait une bonne tournée de 1 dixième indoor avec la traction. Il faut que j'y retourne avec la XV01. Et en plus, on a la Larlo. Elle est toujours là. Regarde, elle est toujours là, suspendue. Celle-là aussi, je dois aller indoor. Ça vaut le coup. En plus, j'ai 3 1 dixième pour rouler indoor. Bon, la traction, on l'a assez vu, c'est bon. Mais comme ça, le temps que tu vois, tu roules avec la XV, tu roules avec la traction, la traction, entre temps, on passera à la Larlo. Ensuite, on ira dehors. Tout ça, ça va me prendre du temps, et voilà. Hein?
Soyez patient. Même si je fais 3 vidéos par jour, tu as vu qu'on n'arrive pas. Regarde, par exemple, ça fait 1 an que j'ai fait la vidéo unbox du Traxxas Sledge. Combien de vidéos est-ce qu'on a exactement du Traxxas Sledge, de celui-là, le gros bébé tout-terrain qu'on a passé en vitesse? Il a fait quoi, 15 packs? Pas 20. Je pense pas qu'il a fait 20 packs. Et le light, il a fait quoi? Il en est même pas une dizaine encore. Pour te dire. Donc au total, sur 1 an, j'ai même pas fait 30 packs de Sledge, alors qu'en général, j'ai dit on veut pousser chaque modèle à une 50aine de runs avant de le démonter. Parce qu'il y a tellement de nouveautés qui sont arrivées, on s'est lancé dans tellement de trucs que ça avance plus. Alors est-ce que je vais dorénavant prendre une machine, la rosser pendant 15 jours jusqu'à ce que j'ai mes 50 packs et ainsi de suite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Prochaine chose qui va arriver sur la chaîne, donc le Asuga. Pour le présenter, le rouler un peu, on va pas le bâcher, on va pas l'amocher, c'est pas le mien, d'accord? On respecte ça évidemment. Le Mignon Black Panther, donc l'évolution du HPI Trophy Flux si tu veux, sur le body Forza S un peu modifié, on verra ça quand il sera là. On a bien sûr encore il est toujours pas monté, hein, le kit du Caracal, là. Enfin c'est pas le kit, c'est le ARTR, mais il est pas monté encore, j'ai toujours pas décidé l'électro que je vais mettre. Et voilà, donc. Et en plus j'ai une Cox RC Body, j'ai une Cox Alsace Body ici, là, tu vois. Et je me suis dit que si je mets ça dessus et les roues du skater, hop, je suis parti en mini monster, en mini buggy. Non, tu as acheté un buggy pour rouler buggy, Mani, teste-le en buggy avant de faire le con avec. Mais j'ai une petite surprise pour vous, grâce à Action Modélisme, au sujet de ces mignons. Je dis bien ces mignons, les. Enfin ça c'est si vous êtes très sage. Au pire, ça sera sur 1. Mais si vous êtes très sage, on pourra faire la surprise sur les 2. Mais j'en dis pas plus. Il faut que je retourne aussi. Il faut que j'aille au MVHS à Strasbourg parce qu'on parle de circuit. Je suis pas hors sujet. De toute façon, je suis jamais hors sujet. Je fais ce que je veux chez moi. Pour rouler en vitesse, pour voir l'endurance de la bête. Bien sûr, la VTE2 sera de la partie. Ne vous inquiétez pas, les engins n'ont pas disparu. Hein, ils sont dans les sacs pour aller rouler. Tout simplement. Ouais, donc un paquet de choses à faire là. Oui. Au MVHS, t'emmèneras aussi les 1/10 Mani. Surtout l'Arlo en 3S, la XV01 en 3S. Wouah, 7000 kW 3S, enfin, que la Tamiya, ça va chauffer. Non, je crois que ça, à mon avis, ça suffira en 2. Peut-être juste la ligne droite, ça sera un peu machin. D'ailleurs, ce week-end 22 et 23, enfin, tu me diras si la vidéo elle sort après, ils le sauront pas. Mais j'ai pas eu le temps de la vidéo avant et déjà tout est programmé, donc voilà, c'est aujourd'hui que ça tombe, tant pis. Hein. Donc le 22-23, je sais pas si cette vidéo elle sort jeudi ou vendredi, ça va faire un peu short. Donc ce week-end, au MVHS de Strasbourg, donc à Greifswiller dans le 67, c'est facile à trouver, d'accord? Tu mets MVHS 67, tu vas trouver les infos sur Google, d'accord? Ou tu mets Greifswiller. Là-bas, il y a un des plus grands circuits de France ou même d'Europe de 1/5e piste. Bien sûr, accueilli les 1/10e, les 1/8e et les 1/5e. Plus que électro. Avant, ils avaient droit en 2 temps. Maintenant, c'est foutu. C'est un peu dommage parce que là-bas, les 2 temps en 1/5e, là-bas, ils pouvaient encore se défouler. Et maintenant, c'est mort. Il y a un circuit 1/10e moquette. Assez compact. Pour les nerveux, les stressés de la chose, moi, ça m'amuse pas. Tu sautes, tu peux pas mettre comme il faut gaz parce que tu freines et tu tournes. Ou tu sors du virage, t'as un saut et tu fais que ça. Et là, t'as la ligne droite. Et stop, tu freines, t'es fini la ligne droite. C'est un circuit idéal pour moi pour les 1/24e. Bien sûr, c'est pour les pilotes chevronnés et précis, tout ça. Ce que je ne suis pas, c'est pour ça que c'est pas mon dada. Et il y a donc porte ouverte, samedi roulage libre, il y a sur place bien sûr restauration, et dimanche il y a une coupe officielle de 1/10e, si je dis pas de bêtises. Si les membres du club 67, là s'il vous plaît, mettez-vous dans les coms et balancez-nous ça. Bien sûr Xavier, le grand vizir, ne peut pas s'occuper de tout et être présent ici dans les coms s'il gère les portes ouvertes là-bas. Hein. Mais je compte sur tous ceux qui savent, qui sont au courant. Régis est au courant, donc Régis, si tu peux nous balancer les infos dans cette vidéo, si tu vois la vidéo à temps.
Si tu as cette vidéo la semaine qui suit, le 22-23 avril, eh ben, t'as raté les portes ouvertes. C'est la vie, c'est la vie. C'est moche. Donc n'oubliez pas, si vous avez des clubs, des boutiques, des machins, pensez à me partager à temps les infos. J'ai pas le temps de les trouver partout et de voir où est quel club qui organise quoi. Par contre, le club qui organise un truc peut se dire oh, c'est garage, c'est gratos, ça coûte rien. 2 minutes pour lui envoyer un mail pour lui dire tel jour on fait un truc. S'il a le temps de nous faire la vidéo pour nous attirer du monde, c'est top. Que ce soit un club de compétition chevronné de gens très très difficiles qui ne supportent pas les gens du loisir comme moi, c'est pas important. La pub est pour votre pomme, les mecs. D'accord? Et je crois que dans 32 000 abonnés, on a un paquet de pilotes chevronnés. Même s'ils sont un peu fainéants du commentaire, les mecs. Je veux vous voir là. Je veux vous voir. Il y en a qui sont pas du tout avares de commentaires, donc tous ces pilotes chevronnés. Après, j'en veux pas, bien sûr, évidemment, surtout s'ils préparent des compètes, hein, ils ont une tonne de choses à faire. J'ai vu ça avec les petits jeunes en interview. Wouh! Tu vois, eux, ils passent vraiment plus de temps à la prépa qu'au roulage. Quand ils font un week-end de compète, il faut savoir que les pilotes de compète, là, quand ils se pointent sur les trucs, quand il y a une centaine de pilotes, ils sont là-bas un week-end. Donc, ils se tapent le déplacement, l'hôtel, et sur place, ils roulent peut-être 2-3 fois 6 minutes le samedi et 2-3 fois 6 minutes le dimanche. C'est tout. Pour ça, ils ont tapé 1000-1500 bornes, un week-end complet à l'hôtel et tout, passer des heures à s'entraîner à régler. C'est un délire à part. C'est un délire à part. Moi, je passe plutôt... Si je me déplace un samedi, si je suis sur la piste à 6 heures, je vais rouler jusqu'à 20 heures. Et je vais passer 5 minutes à régler. Enfin, le réglage, ça consistera à resserrer la roue que j'ai paumée, en général. Parce que vous avez constaté, déjà même quand je roule, même si ça va pas, si le véhicule glisse, si j'ai une suspension bizarre, je finis mon pack, je me démerde avec mon véhicule qui tire d'un côté ou pas. Je suis même le gros bourricot, tu vois. Je vais pas trimer systématiquement, je roule. Si ça tire un peu à droite, je vais garder mon volant manuellement un petit peu à gauche. Ça s'arrête là. C'est aussi un avantage des monster truckistes. Comme je l'ai dit toujours. Tu vas où? À peu près vers l'arbre. La zapette est là, Mani. Allez, je vous laisse. Ouais, bien sûr. Je fais cette vidéo quand je suis en congé. C'est pour ça j'ai le temps et puis je m'étale. 4h58. Faut quand même que j'aille voir si ma Gigi dort encore bien. Parce que des fois, je bugle tellement que ça la réveille. C'est pas une bonne idée. Ciao.